En manchette, aujourd'hui, les serres Coulombe poursuivent la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 8 février. Les serres Coulombe à Saint-Norbert poursuivent la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Rappelons dans un premier temps que les serres Coulombe, on parle maintenant de l'entreprise Les Herbes Gourmandes, ont annoncé il y a quelques mois un important projet d'expansion, un investissement de plus de 12 millions de dollars. L'entreprise emploie environ 40 personnes. En décembre dernier, cependant, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a avisé l'entreprise norbertoise qu'elle ne pourra plus lui fournir l'eau nécessaire via son réseau, l'eau nécessaire pour ses serres, et ce, à compter du 31 mai prochain. Cette décision est en lien avec l'entente de fourniture en eau potable qui relie depuis plusieurs années Sainte-Geneviève à Berthierville et à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Les serres Coulombe ont pignon sur rue à Saint-Norbert et utilisent de l'eau en provenant du réseau, donc en provenant de Sainte-Geneviève, et ce, depuis plusieurs années. L'entente de fourniture d'eau municipale ne permettrait, semble-t-il pas, la vente d'eau extraterritoriale, donc à une entreprise ou une résidence de Saint-Norbert, par exemple. Rappelons qu'il n'y a pas d'entente intermunicipale entre Berthierville, qui fournit à ses voisines l'eau via son usine de filtration, et la municipalité de Saint-Norbert. L'augmentation importante des besoins en eau nécessaires à la réalisation du projet des serres Coulombe pourrait nuire, semble-t-il, au développement des municipalités de Berthierville, Saint-Ignace et Sainte-Geneviève-de-Berthier. La capacité de l'usine de filtration de Berthierville ne permettrait, semble-t-il pas, une telle augmentation. Les serres Coulombe ont donc réagi à cette décision des élus de Sainte-Geneviève-de-Berthier et poursuivent la municipalité. On écoute un extrait de la séance des membres du conseil municipal tenue ce lundi soir. Concernant le dossier des serres Coulombe, je vais vous le lire. Attendu que les serres Coulombe ont intenté une poursuite judiciaire à l'encontre de la municipalité, attendu qu'il y a lieu de mandater une firme d'avocats pour protéger les droits et les intérêts de la municipalité, attendu que le litige implique l'entente de fourniture d'eau avec les municipalités de Berthierville et Saint-Ignace-de-Loyola, et qu'il y a lieu de mettre ces municipalités en cause pour qu'un jugement final leur soit opposable. Il est proposé par, appuyé par, de mandater la firme Bélanger-Sauvé pour répondre à la poursuite judiciaire intentée par les serres Coulombe Inc., à présenter une demande reconventionnelle et à mettre en cause les municipalités de Berthierville et de Saint-Ignace-de-Loyola. Une copie de cette résolution devra être transmise à Berthierville et à Saint-Ignace-de-Loyola. C'est clair pour tout le monde? Un proposeur, un secondeur. L'artiste et intervenant culturel lanaudois Philippe Jeté est en résidence de création collective pour 12 semaines à l'école primaire Sainte-Marie-Salomé. Ça se déroulera jusqu'à la fin mai. Le projet, sur les traces d'une famille acadienne de la Nouvelle-Acadie, les Briens-Fontaines, vise à explorer le legs de cette famille du village et à créer, comme l'ont fait la famille et l'artiste, une collection de traditions et d'histoires orales. À travers l'héritage d'une famille mythique de la Naudière, les élèves découvriront différentes facettes du patrimoine local et prendront conscience de leur propre patrimoine. La croissance de leur bagage culturel se fera par la participation aux ateliers de l'artiste et par la documentation de leurs parents et grands-parents. Ils récolteront chansons et comptines, jeux, généalogie traditionnelle, histoire orale et pratiques langagières. Les jeunes s'approprieront leurs trouvailles et, avec la collaboration de l'artiste, et les transmettront à leurs familles et à leurs amis ainsi qu'à d'autres classes de l'école. La collection sera mise en ligne par l'artiste sur son site web et divers médias afin de redonner à la communauté sa richesse collective. De plus, les élèves identifieront les moyens permettant la continuité d'une tradition coup de cœur. La démarche collective qui touchera
davantage les classes de 3e à 6e année est rendu possible grâce au soutien du programme La culture à l'école, volet Une école accueille un artiste ou un écrivain, du ministère de l'Éducation et de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. La directrice de l'école, Isabelle Coulombe, se réjouit de ce projet pour l'école et la communauté. On la cite, « Les élèves et leurs familles vivront une expérience intergénérationnelle enrichissante. » Véronique Venn, la mairesse de la municipalité, ajoute, « Le conseil municipal est emballé par le projet proposé par M. Jeté, puisqu'il s'agit d'une initiative porteuse de fierté identitaire. Nous souhaitons que la communauté s'approprie la démarche et contribue à l'effort collectif de mise en valeur de notre patrimoine culturel. Sainte-Marie-Salomé a la chance d'avoir un riche patrimoine et c'est grâce à des citoyens comme les membres de la famille Brien-Fontaine que nous avons une appartenance forte à notre communauté, a-t-elle mentionné. L'artiste et intervenant en tradition vivante mise sur l'aspect mobilisateur du projet pour mettre à l'honneur les traditions et l'histoire unique des familles de la paroisse la plus acadienne de la Naudière. Les citoyens désirant partager des éléments de leur patrimoine culturel sont invités à contacter Philippe Jeté. On peut y aller de différentes façons par le site web www.tradition.vivante.com ou en composant le 450-397-2313. On vous invite à suivre les développements du projet sur la page Facebook Philippe Jeté, médiateur du patrimoine vivant. Philippe Jeté est le personnage principal du film La Naudière, mémoire vivante d'Acadie, de la série documentaire Les Acadiens du Québec, réalisé par Phil Comeau, diffusé sur les ondes de Radio-Canada, en plus d'être membre fondateur du groupe Belzébuth et du duo Jeté-Simard. Caleur, musicien, conférencier, consultant, transmetteur et chercheur, il voit son rôle d'artiste dans sa communauté comme celui de relayeur, d'intermédiaire entre les porteurs de tradition et la population. Une visite au musée d'art de Joliette permet la découverte de plusieurs surprises. Parmi ces surprises, nous vous en avons parlé d'une hier lors de notre bulletin. On vous a parlé d'une exposition bien particulière ayant pour titre « La maison que j'habite moi ». Il s'agit, rappelons-le, d'une création de l'artiste Marie-Hélène Bellavance et de résidents du CHSLD Sylvie L'Espérance à Joliette. Inaugurée le 5 février dernier, cette exposition se poursuit jusqu'au 17 avril prochain. Voici donc la seconde partie de l'entrevue que nous a accordée l'artiste lors de notre passage au Musée d'art de Joliette le week-end dernier. La question qui tue peut-être, tu as une dame qui a dit « Moi, je mets rien ». Tu l'exposes quand même. Est-ce que c'était la première fois que tu avais cette réaction-là avec une personne, je vais dire aînée, je veux pas être âgée, c'est de dire « Moi, là, elle a dit ». Donc, si on comprend, elle a encore une certaine frustration d'avoir tout abandonné, c'était peut-être pas son choix d'aller en résidence, mais à un moment donné, c'est malheureux, mais tu as je ne dirais pas l'obligation, mais on comprend que la situation fait qu'aujourd'hui, si tu veux continuer, c'est dans cet environnement-là. Sylvie L'Espérance, c'est un bel espace, là, je sais que c'est très bien, mais tu sais, c'est quand même, tu dois quand même rester surpris. La première fois qu'elle dit « moi je fais rien », tu as sûrement essayé de l'amener. On a essayé avec la technicienne de suggérer, mais puis elle ne voulait pas en fait elle voulait pas accumuler des choses. Elle dit, je ne veux pas choisir des objets, puis qu'après ça, vous soyez pris avec ça. Ouais. Puis je disais, non, ça va être exposé. Il parlait du contexte, mais elle refusait. Puis je dis, c'est correct, on va pas, on n'insistera pas. Puis je trouvais ça beau, la symbolique de tout ça. Puis je dis, je vais l'exposer pareil parce que je trouve que ça démontre aussi que c'est tellement difficile de départir, puis elle a réussi, pour elle c'était ça aussi, j'ai réussi à tout donner, puis là j'ai plus le goût de m'encombrer puis d'encombrer les autres. J'ai plus le goût de recommencer, je l'ai fait. Ce passage-là. Est-ce qu'ils sont conscients, je veux dire le mot peut-être pas gentil, là, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont exposés au musée? Oui. Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils
on l'a pas continue encore à cause des mesures sanitaires, c'est difficile, mais comme ça va jusqu'en avril, on a le souhait, on croise les doigts qu'on va pouvoir faire un groupe et que les résidents vont venir. Mais oui, ils étaient super contents, ils étaient fiers. Il y a surtout la famille aussi qui ont été contents de voir cette approche-là. Pour eux autres, je pense que ça va leur faire un beau souvenir. En tout cas, moi, ça me donne des petites larmes. Mais je me dis, parce que suite au départ de l'aîné, de dire, regarde ça, mon père a réussi, mon parent a réussi à faire ça, puis ça représente pour nous. En tout cas, excusez. Non, ça vient, mais c'est ça. Ça m'a joué beaucoup. Pour eux aussi que ça revienne dans l'espace, parce qu'après le musée, ça retourne dans leur chambre. Pour moi, c'est important. Ça reste comme une petite maison à eux, puis il y a des petits systèmes d'éclairage à l'intérieur, donc c'est comme des petites veilleuses, puis après ça reste dans la famille. En terminant, comment tu te ressens avec cette expérience-là? Parce que c'était peut-être pas la première fois, mais à chaque fois que tu fais cette médiation-là, quand tu décantes, comment tu te sens? Est-ce que tu te regardes aller et tu te dis, oui, je pense comme eux, je me vois dans eux un jour? Oui, c'est sûr. Je trouve ça très riche. Je trouve que ça me fait aussi me questionner beaucoup sur moi, mon parcours de vieillesse qui s'en vient éventuellement, comme tout le monde. Puis, oui, c'est tellement riche en même temps. Il y a tellement de savoir. C'est ça que je trouve quand je ressors. On oublie qu'on a accès. Et chaque individu est un livre de savoir. Oui, mais ça se perd, là, parce que quand tu parles de ces gens-là, c'est des gens qui ont vécu beaucoup le 19e siècle, le début, beaucoup, comme il disait, de pauvreté. Ils étaient bien. Là. Je pense qu'il n'y en a pas un qui ne doit pas avoir dit qu'il n'a pas été heureux, mais tu regardes la simplicité et on s'en revient vers ça. On parle beaucoup d'environnement, il y avait beaucoup de recyclage, de choses. Mais ce qui ressort, c'est pas ce dont on parle. En fait, je trouve que souvent, les gens vont, en vieillissant, c'est particulier comment la mémoire est sélective aussi. C'est quoi les souvenirs? Oui. Je pense beaucoup à ma grand-mère qui est décédée maintenant, mais elle parlait souvent à la fin de sa vie de son enfance, de son père, de elle qui était jeune. Qu'est-ce qui fait que la mémoire garde certains souvenirs plus que d'autres? C'est ça que je trouve intéressant. Quand moi je leur propose une maison, je dis pas c'est la maison de votre enfance. Un espace dans lequel vous êtes bien, ça peut être un espace imaginé. Puis il y a des gens pour qui c'est vraiment quand ils étaient tout petits, puis il y en a d'autres pour qui c'est leur maison, qui ont passé des années. Il y a eu des chalets aussi à travers ça, ça c'était notre maison d'été. Puis c'est beau de voir dans le fil de notre vie qu'est-ce qui ressort après. C'est quoi qui vient nous toucher le plus, puis qui nous reste quand il y a des choses qui s'épurent, parce que nous aussi on oublie plein de choses. En tout cas, c'est très agréable, c'est très beau. Félicitations. Est-ce que ce projet-là, c'était fait ici? Votre prochaine étape, est-ce que vous le transportez dans d'autres résidences? On aimerait ça. Là, c'est sûr que depuis 2 ans, ça a été assez chaotique dans notre entrée dans les résidences pour personnes âgées, mais je trouve que c'est un beau passage de recommencer puis de venir au musée, puis que ça se voit un peu plus. Oui. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est gentil. Allons maintenant à la pause. En ce 8 février, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Port souhaite bonne fête à Rose-Jeanne Sylvestre, à Michel Daisy et à Éric Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 8 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant l'information. Le CREDIL, maintenant, l'organisme qui s'occupe de développement international, nous parle de la semaine, justement, du développement international. CTRB a rencontré une représentante du CREDIL de la région de la Naudière, Laura Vergara. On écoute l'entrevue. Je suis en compagnie de Laura Vergara, c'est bien ça, je dis de la bonne façon, qui est chargée des programmes en éducation et la citoyenneté mondiale au CREDIL. Premièrement, bonjour Laura, merci de nous parler aujourd'hui. Et
entrevue en lien avec la Semaine de développement international qui est pan-canadien cette année. C'est vraiment la semaine d'aujourd'hui, à partir du 7 février jusqu'à la fin de la semaine. Merci d'accepter de faire une entrevue avec nous. Laura, on va commencer à parler du Crédil parce que justement, l'éducation internationale, c'est une de ses missions, un de ses mandats. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, le Crédil, c'est le Comité régional d'éducation pour le développement international de la Naudière. On est un organisme communautaire situé à Joliette. Puis depuis plus de 40 ans, on fait de l'éducation, la sensibilisation du public par rapport à l'international, aux enjeux internationaux. Puis c'est un peu avec cette vision-là ou avec cette intention que le Crédil est mis dans la Naudière. Puis ensuite, on a commencé à faire d'autres actions de solidarité, mais on trouve que la mission du Crédil, c'est vraiment d'accompagner les Lanaudois à mieux connaître les enjeux d'actualité, les différentes réalités qui sont vécues par d'autres sociétés dans le monde. Alors, c'est ça, on fait beaucoup d'activités en lien avec toute la partie de sensibilisation, information, échange, de dialogue par rapport à différentes thématiques. Puis, justement, pour la Semaine du développement international qui a commencé hier, ça va terminer le 12 février. Celle-ci est une campagne de sensibilisation qui est réalisée partout au Canada, puis elle vise à mettre en valeur les actions en solidarité internationale et en développement international qui sont réalisées par le Canada, par le Québec et également en collaboration avec des partenaires, des organisations, des ONG à l'international dans différents pays du Sud notamment. Alors, oui. Vas-y. Donc, je voulais t'amener à parler du thème de cette année, la réflexion qui a été, et je pense qu'elle est très d'actualité. Tout est d'actualité, mais encore plus, je pense, cette année, et c'est sur les inégalités, c'est bien ça? Oui. Cette année, à l'occasion de la Semaine du développement international, on invite la population lanaudoise et québécoise en général à réfléchir aux enjeux d'inégalité et à l'importance aussi de la solidarité dans la construction d'un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Parce que c'est ça, nous avons vécu récemment, depuis 2020, une situation difficile en lien avec la pandémie. Et cela a occasionné également beaucoup de situations d'inégalité, d'injustice qui se sont malheureusement exacerbées avec le temps. On essaie d'inviter la population à réfléchir un peu plus comment la pandémie, la crise sanitaire a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se sont... c'est ça, beaucoup de On pourrait dire ajouter, il y a beaucoup de nouveaux qui se sont ajoutés. Ouais, il y a eu certains reculs par rapport aux choses qui avançaient bien. On a vu que l'égalité femmes-hommes s'est vue un peu plus présente pendant toute la pandémie, puis la question des confinements, la violence envers les femmes, toute la répartition inégale des rôles. À la maison, ici au Québec, on l'a vu, puis à l'étranger, c'est sûr. Parce que c'est une réalité aussi, la différence, comme tu me parles, homme-femme, on en entend parler dans certains pays. On parle de l'Afghanistan, un exemple qui est présentement, je pense, le gros sujet au niveau des inégalités, mais ça s'est encore plus élargi à cause de la pandémie. L'éducation, je pense que c'était un enjeu qui était déjà principal au niveau de l'international, au niveau de la collaboration internationale d'éducation, et c'était encore pire. Les inégalités ont vraiment été plus marquées pour l'éducation. L'accès au vaccin, on en parlait tantôt en pré-entrevue, c'est encore là un exemple qu'on peut voir. Là, il y a beau avoir eu les programmes COVAX, on dirait que les vaccins ne se rendent pas. La solidarité est pensée, mais elle n'agit pas. Je ne sais pas si je pourrais dire le bon terme, là, mais il y a entre la volonté et le faire, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge. Hein? Oui, c'est ça. Il manque encore un peu plus de volonté de la part des pays pour mettre en pratique ou concrétiser cette collaboration ou
cette solidarité, mais aussi à l'intérieur de chaque pays, il y a toujours des situations d'accessibilité très difficiles. À l'intérieur de chaque pays, il y a quand même beaucoup de situations. Des contraintes. Des contraintes. Fait que c'est ça, c'est pas très simple. Puis l'accès au vaccin, c'est un exemple très concret de ça. Puis pour la partie éducation, l'accessibilité d'éducation aussi, par exemple pour les filles, c'est vu encore une fois touché par tous les confinements, la fermeture d'écoles, etc. Fait que c'est sûr que ça a un impact direct sur les enfants, surtout sur les filles. Puis on sait que c'est pas tous les enfants qui avaient nécessairement accès à ces cours à distance, étant donné qu'ils n'avaient pas tous accès à Internet, par exemple. Ça fait en sorte qu'il y a eu un peu plus d'écart, des situations d'inégalité. Ouais, c'est ça. On passe maintenant à la pause. Au CHEDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 février, à 76 ans, est décédé M. Maurice Morel, époux de Lise Arnois, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, France Morel, François Lefebvre, Éric Morel, Geneviève et Mergy, Linda Morel, Martin Desrosiers, sa belle-fille Sylvie Proux, Martin Riel, ses petits-enfants, Cynthia Morel, Sébastien de Bellefeuille, Jonathan Morel de Bellefeuille, Joanie Morel, Carl Desrosiers, Mathieu Riel, ses arrière-petits-enfants, Cassandra, Zachary, Ariane, Léo et Elliot, ses sœurs et son frère, Suzanne, feu Régent Majot, Carmen, Francine, feu Alain Rousseau, Ginette, François Lacourcière, René, feu Robert Biron, Gérard Jacinthe Arnois, ainsi que plusieurs autres beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil aura lieu le 27 février, dimanche, dès 12h30, sur invitation seulement, au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Ça se déroulera en toute intimité. Au CHSLD Saint-Antoine de Padoue, le 17 janvier dernier, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédée Mme Lucille Paul, épouse de feu Édouard Monette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa nièce, Linda Paul, Claude Galarneau, son ami de cœur, Normand Murphy, ainsi que les membres de la famille Monette, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires actuelles, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité, sur invitation, samedi le 12 février, au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses filles, Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon, ses petits-enfants, Gabriel Sylvestre, Lisa Ferland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles, Marie-Liliane Victoria, sa sœur et son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Annette Dandonneau-Nicole, l'ayant précédé récemment, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément,
ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires actuelles, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité et sur invitation samedi le 26 février au complexe funéraire Efterio de Berthierville. À son domicile de Masquinongé, le 28 janvier, à 43 ans, est décédée Kim Jalette, fille de Francine Trudel et de Jean Jalette, demeurant à Masquinongé. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Alicia Cormier, le père de Alicia, Bruno Cormier, sa sœur et son frère, Sandra et Jean Junior Jalette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société canadienne du cancer. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé de reporter les cérémonies à une date ultérieure. On vous invite à consulter le site Internet de Efterio et Fils pour en apprendre davantage et connaître ces dates en fonction des changements qui pourraient survenir au niveau des mesures sanitaires. Sur ce, on passe à la météo. Journée douce aujourd'hui, en ce 8 février. Ça a été dans le bout de 0. Le thermomètre affichait 0 au courant de l'après-midi. En soirée, on parle de nuages et de quelques flocons, mais rien d'important, moins de 1 cm. Le mercure devrait légèrement baisser à moins 2. Dans la nuit, ce même mercure passera aux alentours de moins 8. On ressentira, si on est à l'extérieur, à ce moment-là, moins 13. On parle d'un ciel variable. Mercredi matin, le soleil est de retour. On parle de une journée généralement ensoleillée. Un petit peu plus frais en matinée, moins 8, ressenti moins 14. En après-midi, le mercure grimpe, le soleil fait son effet, si on peut dire. On parle de moins 2, ressenti moins 5. Donc, une belle journée qui s'annonce pour demain, fort confortable en cette fin d'hiver. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur aux Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain. Au plaisir. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.